Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast numéro 1 dans lequel on va aborder les thèmes du notariat. Et pour l'occasion, j'ai l'honneur d'avoir été invité ici dans le 8e arrondissement par Romain Mirmont, qui est notaire à Paris. Mais je vais te laisser te présenter, je pense que tu le feras mieux que moi, vas-y. Bonjour Yann, merci. Romain Mirmont, notaire dans le 8e. Merci pour l'invitation, pour la proposition de ce podcast numéro 1. Je suis hyper content d'être le premier. Et puis on va aborder des petites questions concernant le notariat. Et puis, on va voir ça ensemble. Et allons-y, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc la première question, je pense que se posent les gens, c'est déjà à combien s'élèvent les frais de notaire et comment est-ce qu'ils sont répartis exactement? Alors, frais de notaire qui fait sauter au plafond tous les notaires, puisqu'on est collecteur d'impôts. Donc, ce qu'on appelle à tort les frais de notaire, ça comprend la partie rémunération du notaire et en grande partie des impôts et des taxes. On appelle à nos clients acquéreurs pour redistribuer au millefeuille administratif, pour faire court, commune, département, État, un petit bout pour la publicité foncière. Donc, nous, notaires, à proprement parler, on représente en rémunération, en émolument 0,8% du prix de vente, qu'on partage avec notre confrère si on est un notaire vendeur, un notaire acquéreur. Ça coûte pas plus cher d'avoir deux notaires que d'en avoir qu'un seul. C'est nous qui divisons et on multiplie pas les coûts. Et en revanche, les droits de mutation, les frais d'acte, on peut les appeler comme on veut, indépendamment des frais de notaire, qui sont du coup par ricochet à peu près 6,5%, commune, département, État, et c'est nous qui appelons les impôts pour les récolter et les reverser à l'administration fiscale, à l'administration française. Donc c'est surtout l'État qui gagne alors? C'est surtout l'État qui gagne. On a une mission de service public, on est là pour récolter l'impôt, être sûr qu'il soit bien payé, qu'il n'y ait pas de difficulté après. Donc c'est une synergie positive pour tout le monde. Ouais. Parfait. Et tu sais si d'ailleurs dans d'autres pays, parce que moi j'ai découvert l'immobilier en Angleterre où l'équivalent des notaires c'était les solicitors, est-ce que dans ta formation tu as eu aussi une explication sur le domaine du notariat, mais dans d'autres pays, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est pareil ou est-ce que... Alors nous en France on a une compétence territoriale, donc métropole dom-tom, mais pas extraterritoriale, pas hors de nos frontières. Nos actes ne valent pas ou peu à l'extérieur. On a des conventions avec d'autres pays et surtout les pays dans lesquels il y a du droit latin, le notariat comme on le connaît du code civil. Mais c'est vrai que dans tous les pays anglo-saxons et ou à tendance droit anglo-saxon, on n'a pas de notaires comme nous en France qui représentent l'État, voire même qui cotisent les impôts comme nous on peut le faire. Et ou pays sud de l'Europe, Portugal, Espagne, Italie, où là vraiment on a un droit calqué les uns sur les autres, quoi. Ok, super. Et concernant le domaine de compétences du notaire, est-ce que en tant que particulier, on s'adresse à un notaire uniquement pour la vente d'un bien ou quels sont les champs de compétences globales du notaire? Alors oui, on pense toujours notaire égale je vends, j'achète, je divorce et on vient pour les successions. Ça oui, on intervient tout au long de la vie, hein. On se marie, on fait le contrat de mariage, on achète, on vient chez le notaire, on revend également. Malheureusement les aléas, les accidents, divorce, décès. Et puis entre-temps, entre les deux, on a des compétences un peu transversales sur le droit des sociétés qui se développent, la gestion de patrimoine aussi. Certains notaires se sont spécialisés et ont des compétences un peu plus poussées. Et puis des choses un peu plus à la marge qu'on ignore, comme le droit de l'environnement qui s'est beaucoup développé aussi. Nos confrères de province qui font du droit rural, etc., etc. Donc vraiment, on a une palette extrêmement large. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte des notaires pour la moindre question qui pourrait toucher à ça. Parce que vous aurez très certainement une réponse. Donc je me rends compte que finalement, quand on va chez son notaire, c'est pour des étapes très importantes de la vie. On se marie, on achète, on décède. C'est vraiment des moments clés de la vie, c'est intéressant ça. Ouais, exactement. Mais bon, je pense que le repère principal des gens, ça va être quand même l'achat. Et j'ai vu ici qu'en France, contrairement à l'Angleterre, certaines agences font leur compromis de vente, alors qu'en Angleterre, tu es obligé de passer par un professionnel spécialisé. Quelle est la différence ici en France entre une promesse de vente et un compromis? Alors, sans rentrer dans le détail juridique, pour pas être trop précis ou faire un cours de droit, oui, effectivement, les grands pans, c'est compromis. Ce qu'on entend souvent, compromis d'agence. L'agence fait le compromis. Pas de problème, c'est ce qu'on appelle un acte sous seing privé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention du notaire, c'est pas un acte authentique.
Les parties se mettent d'accord. D'ailleurs, le notaire ne vient pas dans les agences immobilières pour signer le compromis de vente. C'est vraiment avec l'aide de l'agence. Maintenant, en dématérialisé, on peut même recevoir ça chez soi avec des DocuSign, YouSign ou autre, et puis signer tout seul en bas de la page, sans trop d'explications d'ailleurs. Et la partie promesse de vente, pareil, généralité qui n'est pas tout à fait vraie, mais c'est pour faire un raccourci. Promesse chez le notaire, promesse notariée, où là, vous avez 2 notaires, vendeur, acquéreur. Nous aussi, on sait faire des visios. Nous, on sait faire aussi à distance. Maintenant, tout est possible depuis le Covid. Mais c'est vrai que traditionnellement, on se dit compromis sous seing privé, agence et promesse de vente, notaire. Et donc là, acte authentique avec la signature des notaires. Mais dans les faits, dans les 2 papiers, il y a une vraie différence ou pas? Il y a une vraie différence, là, du coup, qui rentre dans la précision du droit, qui est liée à la valeur de notre acte authentique, qui vaut déjà le jugement. Donc ça veut dire que si problème, si souci, si difficulté, on a plus de facilité à entamer une procédure judiciaire avec cet acte authentique. On a aussi une différence de conséquences juridiques qui sont, si on fait courte, quasiment un inconvénient que pour le vendeur, avec un souci si jamais on avait un caprice de l'acquéreur pour sortir de ce compromis de vente, parce que du coup il n'y a qu'un juge qui pourrait casser le compromis de vente, alors qu'une promesse notariée, on a des règles du jeu avec une date butoir. La date butoir n'est pas respectée, la date de fin, la date de signature finale. Le notaire s'occupe de tout, on constate qu'il n'y a pas de signature et on libère les parties de leurs engagements. Donc il y a cette finalité qui est un peu plus facile chez un notaire parce que liée à la forme de l'acte que dans un compromis, mais dans 99,9999% des cas, ça se passe très bien dans les 2 cas. Mais c'est plus sécurisant. C'est un peu ce que... Venez nous voir. C'est de toute façon plus sécurisant, mais on a des compromis d'agence qui sont extrêmement bien faits et on accompagne nos clients aussi sur les compromis d'agence pour leur dire attention à tel point, attention à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà en amont de ce compromis sous seing privé à nous solliciter. Ouais. Parfait. Et entre ce compromis et l'acte de vente, combien de temps on a généralement, de combien de temps on a besoin entre les deux? Alors le mythe de délai très long et incompressible va s'écrouler tout de suite maintenant. À Paris, un bien dans la quasi-totalité des cas à usage d'habitation. J'achète un appartement, j'achète 20 mètres carrés, mon premier achat, je suis très pressé parce que je veux partir de chez mes parents et j'ai pas de prêt et je veux aller très vite. On sait faire une vente en 3 semaines, 1 mois à Paris. On a déjà quasiment tous les documents à la promesse de vente au moment de la constitution du dossier. Ce qui nous prend du temps, c'est quand il faut demander à la mairie s'il veut acheter par priorité, le fameux droit de préemption de la ville qui a 2 mois pour nous répondre sur son envie d'acheter pour faire un logement social, une politique de la ville ou que sais-je, et notamment et surtout le prêt, les démarches bancaires, l'obtention de l'offre de prêt, où là, oui, on est parti sur 2 mois, 2 mois et demi, et donc du coup, notre délai usuel est classique de 3 mois, le temps de libérer les fonds. Mais c'est pas le notaire qui est ni la constitution du dossier, c'est généralement l'obtention du financement. Ça peut être aussi potentiellement l'agent immobilier. Donc en tant qu'agent immobilier, en amont, quels sont les conseils que tu donnes? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour faciliter la tâche justement des notaires? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Là, on a parlé de la phase promesse-vente, mais il y a toute la phase en amont qui permet aussi d'engager le plus rapidement possible les parties et où là, vous êtes les acteurs de premier plan, c'est la constitution du dossier. Un dossier qui arrive avec l'intermédiaire d'un agent et qui est déjà extrêmement bien constitué, j'ai toutes les pièces, j'ai beaucoup de pièces, j'ai déjà demandé en amont beaucoup de choses à mon vendeur, on gagne 2, 3, 4, 5, 10 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines dans la signature de la promesse de vente. Ça engage tout le monde, ça rassure tout le monde et ça permet même psychologiquement aux uns et aux autres de se sentir engagés. On est sûr que si on laisse un acquéreur pendant 1 mois et demi dans la nature, surtout en ce moment, il a le temps d'aller visiter autre chose et de potentiellement sortir de cette opération-là. On a tous travaillé, on a tous perdu du temps. Il est engagé, non pas qu'on lui force la main, mais psychologiquement, on est très content quand les choses avancent. Quand ça n'avance pas, on se pose la question de se dire si on ne va pas aller voir ailleurs. Et c'est une question que tu poses à tes potentiels vendeurs dans le cadre d'une succession, par exemple. Moi, j'ai des vendeurs à Paris, je leur explique, voilà, il faut ça avant la mise en vente. Ils sont noyés, j'ai l'impression, pour certains. Est-ce que tu le glisses? Est-ce que tu en parles en amont de ça? On essaye. On n'a pas. Alors, est-ce que c'est le marché qui veut ça? Est-ce que c'est le nombre de professionnels intermédiaires aussi? On n'a pas ou peu de gens qui nous appellent en disant « je vais vendre ». Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Dans la réalité, oui, dans les successions, par définition, on leur pose la question pour payer les droits. Mais en revanche, monsieur, madame, tout le monde qui se lève un matin et qui dit « tiens, j'ai envie de vendre »,
première chose qu'il fait, c'est pas nécessairement appeler son notaire, c'est plutôt essayer de se renseigner par lui-même, avec le professionnel pas loin de chez lui, de savoir si il a une valorisation à peu près cohérente, comment est-ce qu'il peut engager l'opération. Donc nous, ça arrive avec déjà un processus de vente, voire même avec une offre d'achat qui a été acceptée. Donc c'est là où on compte sur nos partenaires, les intermédiaires, pour dire, bah voilà, dès le début, on vous a fait une petite liste avec la valorisation, avec l'estimation, avec le mandat, pour savoir tous les documents que vous avez à nous apporter. Si on arrive à les avoir un peu plus tôt, bah oui, on leur fait une petite liste détaillée aussi, en disant, bah vous allez être assommé le temps de ressortir toutes vos archives, mais sachez que c'est un mal pour un bien, parce que 48 heures après l'offre d'achat, si le dossier est complet, on peut signer la promesse de vente, et donc tout le monde est content. Impeccable. Et hors promesse de vente, il est aussi possible de faire des ventes directes. Ouais. Concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu le conseilles? Est-ce que tu le conseilles pas? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, même principe, ça ne change pas le principe en lui-même de l'opération vente-achat. On le conseille par définition quand il n'y a pas de prêt, puisque s'il faut un prêt, de toute façon, la banque va demander une promesse ou un compromis de vente pour pouvoir monter le dossier et pas travailler pour rien, de savoir exactement comment est encadrée l'opération. Et aussi notamment et surtout quand on n'a pas de droit de préemption, quand on peut aller très vite. L'idée, c'est de se dire quand même que ça se rapproche de ce qu'on se disait il y a quelques minutes. Quand on n'a rien signé, personne n'est engagé. Donc, par principe, laisser des gens dans le vent et passer à la vente finale, pendant tout ce laps de temps-là, j'ai mon offre, j'attends, on constitue le dossier, il se passe 15 jours, 3 semaines, etc., on n'a rien signé. L'acquéreur est volatile, il peut partir, il peut aller voir ailleurs. Donc c'est vraiment soit sur les opérations très courtes, petites, j'achète une cave, j'achète un parking, j'achète un box, j'achète etc. C'est vrai qu'on se dit qu'on va pas payer en plus une promesse de vente, mais sinon sur des process classiques de biens, on incite vivement à signer une promesse de vente, même si le délai entre la promesse de vente et la vente est très court. Parfait. Et ensuite, donc le paiement. Comment se passe le paiement? Est-ce que ça se fait directement? Comment ça se fait? Alors, c'est nous qui appelons tous les fonds de l'acquéreur, qu'on conserve à l'étude jusqu'à la signature finale. Donc, on ne donne rien au vendeur avant la signature et les parties n'échangent aucun sou, aucune somme d'argent avant la signature finale. Ça passe par nos comptabilités de notaire à notaire ou du notaire au vendeur, mais pas directement de l'acquéreur au vendeur. On appelle tout une semaine, 10 jours avant le rendez-vous de signature. Et même les banques, pour la partie prêt, nous font confiance qu'à nous notaires et pas à l'emprunteur. Donc la partie prêt passe directement de la banque, BNP, CIC, LCL, peu importe, Crédit Agricole, à nous, notre compte notaire, sans passer par le compte de l'acquéreur qui a emprunté. Ça permet de tracer les fonds. Ça permet de tracer les fonds, ça permet surtout de rien donner au vendeur avant signature, de sécuriser les opérations, et puis surtout d'être certain que l'argent qui est emprunté serve effectivement à une acquisition immobilière. Qu'on ne fasse pas un prêt immobilier frauduleux, je ne doute pas de la bonne foi des uns et des autres, et de l'honnêteté, et qu'on parte faire autre chose avec, alors même qu'il fut un temps les conditions des prêts immobiliers étaient bien plus intéressantes que des prêts à la consommation, par exemple. Et donc, à ce moment-là, on reçoit le titre de propriété tout de suite, ou alors il y a un laps de temps entre le moment où tu dois déclarer, faire le changement de propriétaire, comment ça se passe? Alors oui et non. Oui, on est propriétaire tout de suite. Oui, maintenant, depuis quelques bonnes années maintenant, avec les actes électroniques qu'on fait tous, signature sur la petite tablette, on repart avec son titre en dématérialisé. Concrètement, on signe, on a un lien de téléchargement dans la foulée avec la totalité du titre de propriété. Non, on ne repart pas avec le titre papier, puisque ce titre papier, il est délivré de moins en moins d'ailleurs automatiquement, parce qu'on essaye de sauver la planète et de ne pas imprimer trop de pages, mais à la disposition des acquéreurs, quelques semaines, quelques mois après la publication de l'acte. Donc le temps que ça fasse le tour de toutes les administrations et que ça nous revienne, nous, avec le coup de tampon de l'administration de la publicité foncière. Et ça, en fonction des régions, ça prend entre quelques mois et quelques années. Ah ouais, quand même. Et il y a des régions qui sont un petit peu en retard. C'est vrai que Paris, on a de la chance par rapport à ça, ça va assez vite. Mais on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir son titre papier comme il y a quelques années où on repartait juste avec les petites attestations de vente et d'achat qui nous permettaient de patienter pour avoir le titre. Parfait, super. Et autre thème que j'aimerais aborder aussi, c'est les successions. Il y en a beaucoup à Paris. Comment ça se passe si on a un particulier qui veut acheter le bien d'une personne décédée avec ou sans héritier? Comment tu fais l'opération? Alors, c'est vrai qu'on on concentre
ces traitements de succession parce qu'il y a des conditions dans lesquelles il est impératif d'aller voir le notaire en fonction du montant des créances et des sous qu'il y a dans la succession, en fonction des comptes en banque, en fonction de savoir s'il y a un bien immobilier ou pas. C'est vrai que c'est obligatoire de passer par le notaire pour faire les formalités. Donc, du coup, on a nos héritiers en face de nous. Si on a les héritiers, c'est pas trop compliqué. Si on sait qui c'est à nous d'établir, non pas la recherche d'héritiers, parce que ça, il y a des généalogistes qui le font s'il y en a un souci, mais de tracer, de faire l'acte qui permet de constater qui sont les héritiers. Ça s'appelle l'acte de notoriété. Et donc, du coup, c'est les héritiers qui me disent, oui, là, j'ai un bien à vendre ou 2 biens à vendre, ou X biens, je vais me débrouiller. Et c'est vrai que après, on les laisse un petit peu, ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure, dans la nature parce qu'ils sont un peu abreuvés de professionnels, intermédiaires, chasseurs, agents, etc. Pour les valorisations, les estimations, etc. et tout. Donc, nous, on intervient pas vraiment dans la recherche d'un acquéreur, mais en revanche, pour accompagner le vendeur héritier dans le traitement de la succession et la vente de son bien qui permet de payer les impôts et les taxes. Parfait, et ça m'amène à une question un petit peu humoristique. Est-ce qu'on peut faire hériter par exemple son animal de compagnie? Il me semble que Karl Lagerfeld l'avait fait pour sa petite chatte ou sa petite chienne. Pour Choupette. Oui, très juste. Est-ce que comment ça se passe? Est-ce que c'est légal? Comment on procède? Non, pas en France. On peut pas. Et alors dans ces cas-là, si vraiment on veut absolument le faire, il faut faire un testament. Il faut léguer son patrimoine à une personne physique, à charge pour elle d'entretenir l'animal de compagnie jusqu'à la fin de ses jours. Mais on peut pas directement ouvrir un compte en banque au nom de Choupette, lui mettre 20 000 euros dessus et dire voilà Choupette, bravo, c'est toi la propriétaire ou le propriétaire. Ouais, exactement. Donc c'est par l'intermédiaire de quelqu'un qu'on fait ça, mais il y a des pays, notamment anglo-saxons, notamment aux États-Unis, où on a le droit de léguer directement à son animal de compagnie. Ouais. Bon, on y arrivera aussi ici peut-être un jour. Autre chose, vu qu'on parlait de la succession, est-ce que la succession se passe uniquement chez un notaire ou ça peut être chez un avocat ou un autre Alors, nous, on n'est pas obligé de passer par un notaire, c'est ce qu'on se disait en fonction de s'il n'y a pas de bien immobilier, si les comptes en banque sont inférieurs à quelques milliers d'euros. Là, dans ces cas-là, on n'a pas d'obligation. En revanche, dès qu'il y a un bien immobilier, dès que les comptes sont supérieurs à quelques milliers d'euros, donc les sommes laissées par le défunt, et qu'il y a une donation ou un testament, il faut absolument passer par un notaire. Donc on peut se faire aider par d'autres professionnels du droit, mais qui, à part mettre une petite facture supplémentaire sur la table pour le traitement du dossier, n'a pas un intérêt incroyable, notamment et surtout quand tout se passe bien. Si ça se passe bien entre les héritiers, le notaire se suffit à lui-même pour régler la succession. Et quand tu as plusieurs testaments? Quand on a plusieurs testaments, on regarde le dernier en date qui a été enregistré et déposé chez un notaire. S'il y a contestation parce qu'un des héritiers retrouve un testament qui n'aurait pas été enregistré chez un notaire, il n'en est pas moins valable. Le problème, c'est toujours la validité, l'authenticité, la véracité du testament qu'on trouve dans la table de chevet du défunt. C'est là où les soucis commencent. Et ça m'amène à une autre question aussi qui est revenue assez souvent, la donation-partage. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est ni plus ni moins qu'une donation. Et ça a un nom un petit peu différent. On peut donner aujourd'hui jusqu'à 100 000 euros à chacun de ses enfants, parents-enfants, tous les 15 ans, avec une petite surpiqûre de 31 865 euros pour les sommes d'argent, uniquement. Donc c'est 100 000 euros l'abattement légal tous les 15 ans, et uniquement des sommes d'argent pour un petit surplus, 31 865 euros. Donation toute bête, somme d'argent. Donation toute bête aussi, biens immobiliers, on peut donner des cotes-parts en pleine propriété, en usufruit, en nue propriété, de biens immobiliers à ses enfants. On peut donner à peu près tout ce qui est légalement sur le marché, des comptes en banque, des parts de société, des actions, des comptes titres, etc. De la crypto-monnaie, tout ça c'est possible, c'est tout à fait possible. La donation partage, ça permet de donner, notamment surtout si on se passe pour les enfants, de donner à chacun de ses enfants une somme, une quote-part d'un bien immobilier ou autre, et de figer les valeurs au moment de la donation. Alors ça devient un peu compliqué, un peu technique, mais ça permet de se dire que tout ce qu'on donne en 2024, au moment de la succession de papa-maman, on n'aura pas de réévaluation de ces biens et ou sommes données. On considérera que papa et maman ont voulu l'égalité entre les enfants. Et donc du coup, on retrouvera cette égalité au décès. Ce qui n'est pas tout à fait vrai pour une donation simple. C'est pour ça qu'on conseille de venir nous voir pour en discuter avant.
D'accord, et tu sais qui fixe ces plafonds de 100 000 euros, 31 800? C'est nos gouvernants. C'est des lois qui changent en fonction des aspirations politiques, droite, gauche, en fonction des tendances politiques qu'on a. On est passé par 150 000 euros tous les 5, tous les 10, tous les 15, 100 000 euros tous les 15 ans. Donc ça, c'est vraiment des lois fiscales qui nous accompagnent, et c'est pour ça faut qu'on soit au fait pour pouvoir conseiller au mieux et pas dépasser. On peut toujours donner ce qu'on veut, même plus, mais après l'administration vient nous voir parce que ces donations-là, c'est en dessous des plafonds sans taxe. Au-dessus, on peut donner, mais c'est taxé. Très bien. Et tu as aussi employé un joli mot qui est l'usufruit, qui revient assez souvent. Qu'est-ce que l'usufruit? Alors, pour schématiser une pleine propriété, c'est l'usufruit et la nue propriété. L'usufruit, c'est l'usage du bien. La nue propriété, c'est la propriété qu'on en a. Du coup, si on se rattache à la donation qu'on a vue juste avant, l'idée, c'est de dire, on va laisser l'usage du bien à papa-maman, et on va donner la propriété aux enfants. Ça permet surtout de continuer, quand on est parent, à toucher les loyers si c'est un investissement locatif, à pouvoir profiter du bien, à ne pas être mis dehors par ses enfants si jamais on s'entend mal, etc., etc., tout en anticipant un peu la succession sur la partie propriété. Et après, ça a des avantages fiscaux, puisqu'on a anticipé, on a déjà donné, et quand on a déjà donné, du coup, on ne redonne pas une deuxième fois, ou on n'est pas retaxé une seconde fois au moment de la succession. Donc c'est vraiment de se dire, d'un côté, on a l'usage qu'on peut faire du bien, et de l'autre côté, on a la propriété du bien à proprement parler. C'est progressif. Et c'est progressif, tu as raison, les valeurs sont progressives en fonction de l'âge de l'usufruitier. Il change tous les 10 ans révolus, 51 ans, 61 ans, 71 ans, etc. Et ça, c'est fixé par la loi, aussi par le Code général des impôts. Et donc, on dit toujours qu'il faut donner le plus tôt possible, mais sans donner trop tôt non plus. Parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Une fin de vie peut coûter cher. Et on peut aussi se fâcher avec ses enfants. Et donc, du coup, il faut arriver à se dessaisir tout en gardant la main sur le fait que potentiellement, on aurait besoin un jour de revendre un bien, d'avoir un peu de sous qu'on aurait donné par priorité et un petit peu trop tôt, par exemple, dans celle. Mine de rien, on a plein de raisons d'appeler son notaire, en fait, sans s'en rendre compte. On a plein de raisons d'appeler son notaire. Et puis, il ne faut pas hésiter. Le conseil chez les notaires est gratuit, donc il ne faut pas avoir peur du tout. Et puis, ça ne débouche pas nécessairement sur un acte ou sur quelque chose de tarifé, ouais. Attends, ici, je vais continuer de te jeter des fleurs. J'ai l'impression que tu as donné envie à tout le monde là, de devenir notaire. En 2024, si on veut devenir notaire, comment faut s'y prendre? Quel est le parcours à suivre? Alors, parcours universitaire et ou parcours avec l'école du notariat. Il y a plein de parcours en plus pour devenir notaire, parce que si on l'a pas fait en parcours universitaire classique, on a des passerelles qui sont faites avec l'expérience professionnelle, etc., etc. Donc, faut pas se décourager si on a un parcours qui est un peu en zigzag et pas en ligne droite. Mais le parcours classique, en tout cas, parcours universitaire, je fais ma licence, je fais mon master de droit notarial, et ensuite on devient ce qu'on appelle notaire stagiaire. Ça veut dire que pendant 2 ans, on est en alternance entre une étude, la quasi-totalité de la semaine, et un jour où on est à l'école, pendant 2 années. On a 4 modules, et après on a un mémoire, un rapport de stage sur ces 2 ans à faire. Et là, du coup, on est diplômé notaire, et on devient notaire assistant. Notaire assistant, on peut rester toute sa vie notaire assistant. Ça veut dire qu'on a le diplôme de notaire. Grade au-dessus, notaire en titre, nommé du coup par le ministre de la Justice. Et là, il y a 2 catégories. Soit on est chez soi, associé, en individuel, l'équivalent d'un chef d'entreprise. On a une étude à soi. Ça, c'est le notaire associé ou le notaire libéral. Ou notaire salarié, c'est-à-dire qu'on est nommé par le ministre, mais on reste salarié. Donc, on a un contrat de travail, on a des fiches de paye, on a des cotisations comme un salarié normal, mais on peut signer ses actes et on a la responsabilité d'un notaire de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on signe. Et ce diplôme-là, il est valable uniquement en France, ou admettons ta femme déménage en Argentine, elle est mutée, toi tu pars en Argentine, est-ce que tu peux être notaire en Argentine avec ce diplôme? Est-ce qu'il y a une équivalence à faire, ou comment ça fonctionne, tu sais? Alors, j'ose pas dire que je le sais dans tous les pays du monde. En tout cas, notre compétence est territoriale, déjà parce qu'on est nommé par le ministre de la Justice française. On est officier ministériel français, et donc du coup, j'espère qu'on est bon dans tous les pays du monde. Mais les pays de droit latin, on arriverait peut-être à se retrouver, à se raccrocher aux branches, quitte à reprendre des études. Mais c'est vrai qu'on a un diplôme d'État. Très bien. Écoute, ça donne envie. Donc merci Romain. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.